on peut donner un certain nombre de propriétés de la section de diffusion. Donc on en était... Alors chez moi, j'aurais aimé qu'il a mettre de la pub. Ça. Alors chez moi j'en étais au 5, alors c'est peut-être pas chez vous, donc je continue à donner ma notation. Pourquoi il fait un truc épais comme ça, lui? C'est galère. Donc les propriétés de la surface de collision, la section efficace de collision. Donc il y en a qui sont assez évidentes. Donc la première chose, c'est qu'on va considérer une collision qui nous prend de P1, P2 et qui finit en P'1, P'2. Et cette collision, on va noter simplement sa surface efficace de collision. On va la noter sigma de P1, P2, P'1, P'2. Donc c'est celle qu'on a calculée, qu'on a mis en évidence tout à l'heure. Donc, sigma, évidemment, il dépend d'un certain nombre de choses. Et sigma, il va dépendre de la vitesse des deux particules, d'accord, puisque selon ce qu'elles arrivent plus ou moins vite, elles sont plus ou moins déviées. Ça, c'est assez logique. Pour la même distance, si vous arrivez très vite, vous êtes assez peu dévié, d'accord. Donc, elles dépendent de la vitesse V1 et V2. Et puis, quand vous êtes quand vous arrivez comme ça va dépendre de l'angle relatif qu'elles vont faire. Bon, en fait, elles arrivent toujours l'une face à l'autre, dans ce cas-là. Mais ça dépend aussi de la distance, ce qui correspond à l'angle dans le changement de variable. Entre V1 et V2. Donc, ce que j'appelle la distance, c'est par exemple, si j'ai V1 comme ça, puis si j'ai, par exemple, on va dire, alors, dans le repère qu'on avait tout à l'heure, V1 et V2, ce que j'appelle la distance, c'est ça, ce qu'on appelait B tout à l'heure. Alors ça, c'est dans le changement, dans le repère du centre de masse. Dans le repère réel, ça correspond à autre chose. Ça correspond à vous projeter l'une sur l'autre, vous obtenez la distance comme ça. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que dans un repère, dans une interaction électromagnétique, on sait quand même certaines propriétés. Donc, une propriété évidente, donc si on a uniquement un terme électromagnétique, et effectivement, c'est ça qui devient fou à courte portée. Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire déjà que ça dépend de la distance. D'accord? Mais là où ça dépend pas du temps. D'accord? Ça dépend de la distance, mais ça ne dépend pas du temps. Et ça ne dépend pas de la vitesse. Okay. L'interaction électromagnétique ne dépend pas des vitesses. Alors faites attention dans le raisonnement, c'est qu'on a tendance à dire, vu que les particules arrivent l'une vers l'autre, eh bien, la distance change, donc du coup, l'interaction va dépendre de la vitesse. C'est pas vrai. Ce qu'on veut dire par là, c'est que si vous regardez l'interaction, ce qui intervient dans la définition de l'interaction, c'est bien le R sur R carré. Il n'y a pas de vitesse dans la définition. Après que la distance dépend de la vitesse, c'est un autre problème. Mais l'interaction elle-même ne dépend pas de la vitesse, ni du temps. D'accord ?
Elle dépend uniquement de la distance. Alors, si vous faites ça, vous obtenez de façon évidente, vous pouvez renverser tout dans votre truc, dans votre sigma, parce que sigma, lui, au contraire, il dépend que de P1, P2, P'1 et P'2. D'accord? Donc, vous obtenez tout de suite que votre sigma de P1, P2, P'1 et P'2. Ce que je vais faire... Alors, pourquoi c'est évident quand je change les deux? C'est parce que ce que je fais quand je change les deux, c'est ce que je fais uniquement. J'inverse tout. J'ai mis des barres, c'est plus joli. Et ça me fait moins P1, moins P2. Alors pourquoi j'ai le droit de faire ça? Comment je passe de là à là? Simplement pour passer de P1 à moins P1, je fais T qui passe à moins T. Alors pourquoi je peux faire ça? Parce que le P, c'est une dérivée de la position. Donc quand je dérive par la position... excusez-moi, je la refais. Quand on dérive par rapport au temps, je peux dériver par rapport moins le temps, ça me donne moins P, du coup. Et je sais que comme on vient de dire que l'interaction électromagnétique ne dépend pas du temps, le sigma n'a pas de raison de changer. D'accord? Donc à ce moment-là, je fais P égale moins P. Comme en plus ça ne dépend pas de la vitesse, je peux les inverser, je trouve toujours la même chose. Donc je vois que la surface efficace de collision, je peux écrire ça sans aucun problème. Mais je peux aussi écrire la même chose sans inverser mes P1 et mes P2. Je peux aussi écrire la chose simple suivante. Simplement, je peux inverser la position sans toucher aux vitesses. Et je fais P1, P2, P'1, P'2, qui est égal à sigma de moins... Il faut que je l'écrive en dessous parce que là je vais me faire avoir. Qui est égal à sigma de moins P1 moins P2 moins P'1 moins P'2. Donc là, j'ai pas changé les vitesses, j'ai juste fait T égale moins T. D'accord? J'ai changé que le temps, j'ai pas changé les positions, les vitesses. D'accord? Donc ça, c'est deux formules que j'obtiens sur la symétrie de ma surface efficace de collision. Alors, ouais. J'ai pas compris la non-dépendance en V. Ben, c'est-à-dire que la force électromagnétique, elle dépend de la position, pas de la dérivée de la position. La vitesse, c'est la dérivée de la position. Et donc, quand vous dites ne dépend pas, vous parlez de sigma ou de sigma. Parce que dedans, sigma, lui, dépend de la force électromagnétique. Il dépend que de ça. D'accord? Donc la collision, en gros, la collision de ça est égale à la même que la collision si vous faites là. Il faut faire attention parce que quand on a tendance à faire l'inverse, on a tendance à penser à des molécules qui se barrent. Non, c'est pas ça. Quand on fait la collision inverse, c'est des collisions qui arrivent comme ça. D'accord? Vous imaginez pas qu'ils sont en train de se barrer parce que là, évidemment, ça ne va pas le faire. D'accord? Donc si on prend tout ça, vous pouvez montrer assez simplement que vous avez la relation suivante sur le sigma. Vous obtenez que sigma, je vais essayer de vous le faire proprement, que vous avez que sigma de P1, P2, P2, P'1, P'2 est égal à sigma de P'1, P'2, P1, P2. Voilà, ça c'est une des premières relations qu'on peut obtenir.
D'accord. Donc ça, c'est assez facile, hein, parce que, alors pour l'obtenir, c'est simple, parce que vous avez une relation qui vous inverse P1, P2, P'1, P1, P2 et P'1, P'2, et une relation qui vous inverse les signes. Donc vous obtenez directement cette relation. Alors, ce que ça veut dire concrètement, c'est que une collision... Alors ça, par contre, c'est important au niveau microscopique. Hein. Ça veut dire qu'une collision et la collision inverse ont la même surface efficace. Alors, ça a quelque chose d'important parce que vous l'avez déjà vu. Ça veut dire que si je diffuse dans un sens, je peux diffuser dans l'autre avec la même probabilité. D'accord. Autrement dit, d'un point de vue microscopique, mes processus sont réversibles. Je n'ai pas dit qu'ils le seront au niveau macroscopique. Mais d'un point de vue microscopique, alors, encore, je répète pour lui aussi, ça c'est la même chose. On dit P1, P2, c'est la même section de diffusion que moins P1, moins P2, mais il ne faut pas vous imaginer qu'ils reviennent comme ça, d'accord. C'est des trucs qui vont arriver comme ça, d'accord, et qui vont diffuser dans l'autre sens. Ok, on retourne les trucs, mais ils ne sont pas en train de se barrer, les trucs, hein, ils sont en train d'arriver l'un sur l'autre. Et la micro-réversibilité, c'est ce qu'on appelle la micro-réversibilité. Ça veut dire qu'au niveau des chocs, les chocs, eux, sont réversibles. C'est-à-dire que si je fais deux trucs comme ça, a priori, je peux faire deux trucs dans l'autre sens, ça revient au même. Donc ça veut dire si la caméra change de sens, je reviens bien à la même chose. Alors évidemment, au niveau macroscopique, c'est pas tout à fait pareil. Ça veut dire que si j'applique une tension, les électrons ils passent dans un sens. Si j'applique les tensions inverses, tout va parvenir comme c'était au départ. D'accord. Ça veut dire que par contre, au niveau du transport, à un moment, j'induis de l'irréversibilité. Mais ça, vous avez déjà vu ça plein de fois dans votre cursus. Tout ce qui est en thermo, ça se fait ça souvent. On introduit de la réversibilité. Alors, dans un gaz, c'est pareil. Hein, de toute façon, si vous mettez à un endroit un gaz, vous avez, par exemple, un gaz, une petite boule de gaz, il y a des collisions qui vont faire qu'il équipe tout l'espace et il ne reviendra jamais comme ça. Alors que chaque collision, elle est bien réversible. Quand une collision 2 à 2, elle est réversible. Mais vous ne retrouverez jamais votre gaz qui va se remettre en boule. D'accord. Ouais. Vous avez marqué si on a uniquement en termes électromagnétiques, ça ne dépend pas de la vitesse. Ouais. Quand vous dites ça, vous entendez la force de Lorentz, par exemple? Non, la force de Lorentz, elle dépend de la vitesse. Alors, du coup, il y a quoi dans le terme électromagnétique? C'est la force, c'est 1 sur V, si vous voulez. Les termes électromagnétiques sans le champ magnétique. Alors, le champ magnétique, le truc, c'est qu'il va avoir un effet beaucoup plus subtil qu'on verra après, justement. Parce que le champ magnétique, il va faire intervenir des trucs du deuxième ordre dans le développement. Justement, lui, il dépend de la vitesse. Et lui, il introduit, effectivement, vous avez raison de le mentionner, il va introduire des choses plus compliquées. Ouais. J'ai discuté avant-hier du fait que quand un système est à l'équilibre thermodynamique, on avait dit que les collisions, elles se compensaient. C'est peut-être grâce à ce phénomène-là, en fait. Et si on a une collision, peut-être qu'autre part, on a une collision inverse qui fait que... Non, elle se compense, justement, non, elle se compense en moyenne. Mais l'évolution est toujours irréversible. D'accord. Okay. Par contre, en moyenne, je suis d'accord avec vous. En moyenne, le système va se compenser. Okay. Mais c'est pas chaque collision qui va se compenser. Alors, je vais faire un truc, parce que là, sur mon écran, j'ai un truc qui m'énerve. Je vais fermer, je vais essayer de rouvrir, voir s'il disparaît. Parce que vous ne le voyez pas, et moi, j'ai un truc qui m'énerve. 2 jours. J'ai fait le dessin, en fait, c'est le même. Bon, alors c'est là qu'il faut remonter à tout à l'heure. Donc le nombre de particules qui sont diffusées. Donc on écrit que I sigma de oméga d oméga dt. Ça c'est une définition, donc à la limite, pas trop se poser de questions. Par contre, ce qu'il y a de l'autre côté, c'est pas une définition. C'est
F de R P2 dP2, ça c'est le nombre de particules qui sont à la position R, quelle que soit leur impulsion P2, parce que pour être diffusée, pour sortir, il faut que la particule, il faut bien qu'elle soit à la même position que la première pour qu'elle interagisse, et ça, quelle que soit l'impulsion P2. Donc toutes les particules qui sont à la position R, quelle que soit leur impulsion, elles vont shooter la particule en dehors. D'accord. Et puis qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste ici toujours un sigma de oméga. Un sigma de oméga d oméga dt. Ok. Donc ici, ce que j'écris simplement, c'est que j'ai, et puis j'ai oublié mon V1 moins V2, évidemment. D'accord. C'est quoi la formule là qu'on vient d'écrire? Ça, c'est simplement le nombre de particules. Alors, ce qu'on recherche, c'est le nombre de particules qui vont diffuser la particule 1. Donc là, c'est ce qui se passe, c'est le flux, en fait, c'est votre cube. Et alors, ce qui se passe ici, qu'il faut bien comprendre, alors, il faut bien que j'écrive bien quand même, parce que c'est important. Ça, c'est un 2 ici. D'accord. Donc, ce que vous imaginez, pourquoi on a un truc qui ressemble à ça? C'est parce que vous avez une particule qui est en 1. Pour qu'elle soit diffusée, il faut que la particule 2 soit aussi en R. Donc vous avez bien un terme qui est en P2 et R ici. D'accord. Et maintenant, dans un deuxième temps, si on veut toutes les avoir, va falloir qu'on intègre tout ça sur P2 pour avoir toutes les particules qui ont une impulsion P2 et qui vont venir taper la particule en 1. D'accord. Et à ce moment-là, on les aura toutes. Donc, si j'intègre tout ce bazar, je n'arrive même pas à lire ce que j'ai écrit. Donc, si je veux avoir tout ce bazar, donc, ce qui m'intéresse, c'est R, d'accord? Donc, j'écris que c'est R. Et puis, j'ai un d oméga dp1 dt. Alors, c'est là que c'est très subtil. Il faut faire vachement gaffe. Alors, pourquoi c'est subtil? Parce que maintenant, il va falloir aussi que j'intègre sur dp1. Parce que non seulement il faut que je compte pour une particule P1 toutes les particules qui arrivent de 2 et qui vont éjecter la particule, mais il faut aussi que je compte ce qui se passe pour tous les P1. D'accord? Ce qui m'intéresse, c'est de faire, quand je fais une intégrale de collision, il faut que je compte tous les P1 qui vont intervenir. Donc je vais me retrouver ici. Il faut que j'arrive à lire quand même ce que je raconte, sinon je vais raconter des bêtises. Donc j'ai de ce côté-là un truc qui est en F de R1 de R P1 T. dr dp1. Donc ça, c'est pour sommer de dire toutes les particules en P1. Et puis je continue ici la suite que j'ai déjà calculée. C'est une intégrale sur dp2. Et puis il faut que j'intègre aussi sur les d oméga, sigma de oméga. Et la suite, vous la connaissez. Vous avez aussi une intégrale sur le temps. Ici, vous avez un V2 moins V1. Et puis c'est tout. Alors, vous avez aussi un F de R, P2, T. Alors, on va regarder vraiment ce que ça veut dire, parce que ça c'est important. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les variations de F qui sont dues aux collisions. D'accord? Les variations de F, c'est dû à toutes les particules qui vont être shootées. D'accord? Donc si je regarde une particule,
elle peut être shootée par toutes les autres particules qui viennent avec une impulsion quelconque, à condition qu'elle soit bien en R. Donc si je prends une particule, ce que je fais, c'est que je dis qu'elle est tapée par toutes les autres particules qui en sont en R, quelle que soit leur absorption P2. D'accord? Et donc j'ai bien une intégrale sur P2. Ça me dit que toutes les intégrales toutes les particules qui ont une impulsion P2 vont pouvoir venir taper ma particule P1. Maintenant, il ne faut pas oublier que je cherche la variation de F, la variation des collisions. Donc, ce qui m'intéresse, ce n'est pas seulement une particule. C'est ce qui se passe pour toutes les particules. D'accord? Donc, il faut aussi que je multiplie ça par le F de R1 fois D de R fois dP1. Parce que si je regardais la variation élémentaire, ça, c'est simplement le nombre de particules qui arrivent sur la particule 1. Maintenant, il faut que je reprenne tout ça. Pour avoir le nombre moyen de particules qui arrivent, il faut que j'introduise un dP1. D'accord. Et ça me donne le fait que je peux maintenant simplifier. Et alors là, il faut faire très attention, parce qu'il se trouve que le DR que le dP1 qu'on a là, il se trouve que c'est le même. Alors, pourquoi c'est le même? Parce que de ce côté-là, c'est bien l'intégrale pour trouver ce qui se passe sur le dP1. Et ça, c'est aussi l'intégrale, ce qui se passe sur le dP1. Ce qui ne sera pas le cas quand on fera l'intégrale suivante, on regardera les particules qui rentrent. Parce que quand on regardera les particules qui rentrent, on regardera ici ce qui se passe dans un volume 2 et ici ce qui se passe dans le particule 1. Donc on n'aura pas ce truc-là. Ici, ce qui fait que ça marche, c'est qu'on regarde les particules qui sont shootées sur un volume 1 et qu'on regarde l'intégrale ici sur un volume 1 aussi. Donc tout se simplifie comme ça. Ouais. Et R, c'est la position du coup de la particule 1 qui attend d'être shootée. Voilà. Toutes les particules en P1, il faudrait faire l'intégrale sur R. Parce que là, on choisira. Alors après, effectivement, on fera l'intégrale. Non, mais après, on fera une intégrale. Enfin, là on se redemande, on le regarde sur P1. Après, on fait l'intégrale sur P1, effectivement. Mais là c'est le truc élémentaire sur P1. Ouais. Et c'est pour cette raison qu'on supprime du coup le DR qui est dans l'intégrale et pas celui à côté du dP1. J'ai 2 DR, ça c'est pas normal. Ouais, c'est ça. C'est tellement mal écrit. Il n'y a qu'un DR dans mon intégrale. Alors maintenant, on va essayer de faire la suite et vous allez voir que la suite est un peu différente. Et c'est là où il faut bien avoir suivi l'affaire. Donc, on va regarder. En fait, c'est compliqué, mais bon, je ne vous demande pas forcément de retenir ça parce que c'est vraiment subtil, mais ça va donner des propriétés qui, elles, sont importantes. Donc, si vous ne suivez pas tous ces détails, c'est pas très très grave. Mais par contre, la fin, ce qui est important, c'est que ça donne des choses assez importantes à la fin. Donc maintenant, le calcul de R bar. Parce que, en fait, si on n'a pas ces subtilités en tête, on trouve 0 à la fin. C'est un petit peu gênant. Calcul de R bar. Donc, on va faire un truc très simple. Donc ça, c'est les calculs, c'est les particules qui vont rentrer dans RP1. Alors là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. R, il va varier, hein, c'est pas tout dans le même R. Alors, là, c'est un tout petit peu plus compliqué à se visualiser les choses, parce qu'on a un flux de particules. Un flux de particules de vitesse V'2. Bon, c'est mal écrit ça. Et poum, ils arrivent sur un flux de particules, sur un flux de
sur une molécule de vitesse V'. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer? Alors, le nombre de collisions, lui, ma foi, on le connaît, hein, ça on l'a déjà calculé. Nombre de collisions, mais ça on sait ce que c'est. C'est F de R P2 T. Puis vous avez une intégrale sur D. Non, là on n'a pas encore intégré ici, on va l'intégrer plus tard. dP'2. Là c'est l'intégrale pendant dt. Sigma prime de oméga. D oméga. Et puis vous avez le V'2 moins V'1. Ça, c'est exactement la même chose qu'avant. Alors, là où il faut faire gaffe, c'est que le but de la manœuvre, c'est P1 finalement. C'est le compte les particules qui finissent en P1. Mais alors... je vais mettre la question, c'est que où il est mon P1 dans l'histoire? Mais en fait, il est caché parce que sigma de oméga, c'est sigma P'1, P'2 P1, P2. Le sigma prime, effectivement. Donc en fait, mon P1 il est caché là. D'accord. Donc il n'est pas du tout explicite, c'est ça qui est un peu merdique dans cette expression, c'est que le P1 il est caché dans la surface efficace de collision. Okay. Donc c'est la surface efficace de collision qui relie P1, P2 à P'1, P'2. Donc c'est les particules qui arrivent avec une surface efficace de collision telle que à la fin ça finit dans P1. Mais vous voyez que c'est complètement caché dedans, donc c'est pour ça quand on regarde la formule en dessus, on se dit bah moi ce qui m'intéresse c'est celles qui vont finir avec P1 et je vois pas où il y a P1 dans l'histoire. Mais en fait P1 il est caché. Mais alors là où ça va devenir encore un peu plus sioux, c'est que si vous regardez maintenant, on va faire la même chose que tout à l'heure. R bar, donc il va vérifier l'égalité qu'on avait tout à l'heure. Donc on a R bar dr dp1 dt. C'est-à-dire je cherche à regarder sur tous les 1, sur tous les P1, ceux qui vont être shootés. D'accord? Donc il faut que j'intègre. Il n'y en a pas qu'un, il y en a tous les autres. Non, pardon, ceux qui vont être shootés, ceux qui vont être remplis, pardon. Et il faut faire ça. Il faut que j'intègre ici sur les dp'2. Ça, vous en êtes tous conscients. Ici, j'ai mon d de oméga, sigma de oméga, sigma prime d'oméga par contre, dt. Ici, j'ai un V'1 moins V'2. Ok, tout le monde est d'accord avec ça. Mais alors, là où ça se complique, c'est que de l'autre côté, la particule 1 qui arrive, elle a une fonction de distribution qui est R P'1. Puisqu'on est en train de regarder la collision inverse. T. Et donc l'élément différentiel, c'est dP'1 ici. Ok, puis on est en train de regarder les collisions P'1, P'2. Et puis j'ai un F, mais je l'ai oublié là-bas, je ne sais pas pourquoi, il ne me plaisait pas. J'ai un F de R P'2 de T que j'aurais dû mettre au début, mais bon, je l'ai oublié au début.
que vous êtes tous d'accord avec ça. Et alors du coup, ce qui est un tout petit peu embêtant, c'est que ce que vous voyez, c'est qu'ici j'ai un dp1 et ici j'ai un dp'1. Et ça c'est logique parce que là j'intègre sur l'élément final et ça c'est la particule qui vient shooter l'autre au départ. D'accord? Donc c'est logique ici, vous voyez. Celui-là, si je regarde mes trucs, donc j'ai P'1, P'2. Alors, j'en ai une qui va quelque part, à la limite, je m'en fous, celle-là, mais j'en ai une qui va finir en P1. D'accord? Il y en a une qui est cachée, je sais pas quoi. Celle-là, c'est celle-là. Celle-là, c'est celle-là. Donc, non, je ne vais pas simplifier. Okay. Alors, tout à l'heure, c'était les mêmes. Donc, je pouvais simplifier. Et donc, à la fin, il me reste quand même un terme. Alors, par contre, l'unité, ça, je pouvais simplifier, ça va. Il me reste que R bar dp1 est égal à l'intégrale sur dp'2. Donc ça, j'intègre sur tous les particules en dp'2 qui sont susceptibles de venir me massacrer. J'intègre sur tous les éléments, toutes les surfaces efficaces de collision. J'ai un sigma prime d'oméga. Et puis j'ai à nouveau le V'1 moins V'2. Donc ça, c'est toujours la même chose. C'est le fameux tube qui me donne les particules qui vont arriver, le nombre de particules qui arrivent. Et puis, il me reste mes fonctions de distribution. Donc, j'ai un f de R P'1 T. Puis ici, j'ai un f de R P'2 et T. Et j'ai un dp'1 qui va arriver ici. Donc vous voyez que je suis obligé de sommer sur les deux particules ici, les deux particules qui font la collision. Et je suis obligé de garder l'intégrale sur la particule finale dp'1. Et là, j'ai obtenu le résultat qui me donne bien la partie de collision pour les particules rentrantes. Donc il faut bien que je fasse la balance des deux, hein, parce que j'ai ce qui sort et ce qui rentre. Si j'en fais qu'un des deux, j'ai pas beau. Alors en fait, je vais quand même faire des choses, parce qu'il y a quand même des choses qui se ressemblent, hein, parce que tout à l'heure, on a vu les propriétés de symétrie. C'est pour ça que je vous ai dit que les propriétés de symétrie sur le sigma, c'était important, parce que, vous voyez, c'est qu'on va quand même s'arranger sur des choses. C'est parce que d'abord, vous voyez qu'on a sigma prime de oméga, je vais mettre les parenthèses. Et on a vu tout à l'heure que sigma prime était symétrique. Oui. J'ai une question. Il est passé où l'élément de volume dr en fait Oh bah j'ai sûrement oublié. Hein. Je vais sûrement oublier. Il était ou il était pas. Ah non, il a été simplifié au moment le DR. Parce que c'est pareil en volume, oui, parce que je l'ai oublié. Alors, est-ce que je l'ai oublié aux deux endroits? Il a été simplifié à deux endroits. Oui, en fait, je l'ai oublié deux lignes, je l'ai oublié deux fois. C'est pour ça que vous avez tout à fait raison. Normalement, il est là aussi. Il est là aussi. Et là aussi, et donc il se simplifie. Voilà. Parce qu'il n'y a pas d'intégrale dessus. Alors faites gaffe quand même, quand je simplifie, il faut vérifier que ce n'est pas un élément sur lequel on intègre. Sinon, Artung. D'accord, il y a l'IPA à la barbare quand même. Ouais. Du coup, dans la formule du nombre de collisions, il y a un DR aussi. C'est lampadaire. Où ça? Ah non, là, il y a un DR qui traîne quand même. Hein. Il simplifie après, mais le DR, il est là. Vous ne pouvez pas l'enlever s'il n'est pas simplifié. Hein, je veux dire, oui, non, je voulais dire au-dessus sur la formule du nombre de collisions. C'est ADR. En fait. C'est un local ou. Non, c'est. Ça là? Oui, par là, en fait. C'est un d-oméga, ça. Oui, c'est ça. Ça me semble juste ça. Je voulais mettre un DR.
Non, parce que... Attendez, je vérifie déjà si vous avez raison ou pas. Non, parce que... Non, parce que c'est le nombre de collisions. Non, parce que là, on n'a pas encore intégré sur le volume. C'est pas dit par unité de volume. Si vous voulez faire le nombre de collisions par unité de volume, vous remultipliez ça par DR. Ok, C'est ça le truc. oui. Donc il apparaît la ligne d'après le DR. D'accord. C'est pour ça. Ça, c'est le nombre de collisions totales. Ouais, c'est ça. Ok. Bon, alors donc là, on va se servir des propriétés qu'on a vues sur le sigma. Bon, ça, c'est symétrique. Ça doit bien aller aussi. Bon, je vais vous montrer ce qu'on fait. Hein. C'est un petit peu... On va arriver à une formule quand même un peu plus compacte, un peu plus sympathique. Hop, allez. Vous aviez cours là-bas aussi avec Thierry? Attends, je vais lui envoyer un mot quand même pour lui dire. Et là, on est en quoi? 13 là, des 13. Je vais lui dire quoi. Ah, peut-être qu'on n'est pas dans la salle là-bas. Ah, c'est écrit des mots. Ça, c'est Non, c'est pas supra-occupé les salles. Donc voilà, donc allons-y dans la joie et la bonheur pour faire ce truc. Alors, simplification. On va essayer de simplifier ce bazar. Donc il y en a qui sont évidentes. La première, c'est que sigma et sigma prime sont les mêmes. Ça, on l'a vu tout à l'heure, je crois. Hein. Donc sigma égale sigma prime. Ça, c'est déjà bien. Alors, une chose évidente que vous savez depuis votre temps d'enfance, c'est que V1 moins V2 est égal à V2 moins V1. Ce que les étudiants de première année semblent ignorer, mais vous devez le savoir. Hop. Ah ben ça aussi quand même, ça doit marcher parce que il faut pas oublier quand même que dp1 dp2 est égal à dp'1 dp'2 puisqu'on est dans le même espace. Donc les éléments différentiels sont les mêmes. Voilà. Donc tout ça va nous quand même nous simplifier la vie, grandement. Donc on va y aller. Je remplace tout ce que je peux remplacer. Je réécris mon RDP1, donc j'écris que RDP1. RDP1. Et je remplace, donc du coup j'ai intégrale au lieu d'être sur dp'2, elle est sur dp2. Ça c'est juste, j'utilise. Alors, ouais, c'est un peu merdique parce que P2 et P'2 et P'1 sont pas à côté, mais bon, c'est pareil, hein, mais ça marche. J'ai un intégral sur D oméga, sigma de oméga, puisque c'est sigma égale sigma prime. Après, j'ai un V1 moins V2. Donc, je remplace ici V'1 moins V'2 par V1 moins V2. J'ai un F. Alors, par contre, là, je peux rien faire. Je peux pas simplifier. J'ai un F de R. P'1 de T. Puis, j'ai un F de R. P'2 de T. Voilà, c'est joli. On a un dp'1 dans l'histoire. Ah oui, mais en fait, ouais, je l'ai. Ah ouais, vous avez raison. Comme je l'ai, il est encore là. Ouais.
Ouais. Mais en fait, il va se simplifier avec les DP1 de l'autre côté. Et donc, j'arrive à ce joli résultat. Maintenant que DF sur DT collision. Si vous reprenez les deux formules qu'on a écrites, vous voyez qu'elles se ressemblent énormément. C'est les mêmes en fait. La seule chose qui varie, c'est ça. C'est-à-dire qu'une fois... Mais tu veux bien marcher, toi? Ah, c'est peut-être ma mine qui est trop vieille. Voilà. Ici, on a des f de rp'. C'est la seule chose qui différencie par rapport le in de out. Et ça, par contre, j'ai pas le droit de remplacer ça. Là, pour le coup, le f de rp1 n'est pas la même chose que f de rp'1. D'accord? Là, j'ai une différence. Ok? Parce que quand je diffuse dans un sens et quand je diffuse dans l'autre, c'est pas dit que la place soit libre d'un côté ou de l'autre. Ça, on n'en sait rien. Okay. En particulier quand on va diffuser, on ne sait pas. Donc ça, je ne peux pas le remplacer. Et donc j'arrive au fait que le df sur dt collision est égal à r moins r, r bar moins r, c'est ok. Et puis il suffit que je mette en facteur les choses qui vont bien. Donc j'ai une intégrale sur dp2. Une intégrale sur d de oméga sigma de oméga, un terme qui vaut V1 moins V2, et alors là j'ai un terme qui va être, alors je l'écris comme ça, j'ai f'1 f'2 moins f1 f2, et c'est le résultat que j'attendais. Alors, d'où ça me vient? Ou alors comment j'ai obtenu f1, f'1? Alors, f'1, ce que j'appelle f'1, c'est f de r, p'1, t, d'accord? Puis pareil pour les autres, ça vous paraît très évident. Alors comment j'ai obtenu ça? En fait, quand vous mettez R, vous mettez R', et quand vous allez développer les produits, ça va se simplifier comme ça, donc ça c'est assez élémentaire. Ce que vous voyez, c'est que vous avez finalement une seule intégrale qui est fixée. Alors en fait, pourquoi on n'attaque que sur des P2? Alors physiquement, ça veut dire la chose suivante. C'est que si vous regardez les collisions, donc vous avez toujours l'idée que vous avez P1 qui arrive, P2 qui arrive, puis vous avez P'1 qui repart, et P'2. Alors la première chose que je vous ai dite, c'est qu'en fait, c'est pas tout à fait vrai, parce qu'en fait, le terme P'1, il est compris en fait dans le sigma de oméga. D'accord? Dans le sigma de oméga, on a tous les termes d'arrivée, P'1 et P'2. Et ensuite, pourquoi on intègre que sur P2? Parce que quand vous avez P1, si vous intégrez sur tous les P2, vous n'avez pas besoin de faire varier P1. D'accord? Parce que une fois que vous en fixez un, l'autre il bouge pas. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve que sur une impédance, sur une variation de P2. D'accord? Je vais leur mettre des petits vecteurs pour qu'ils soient jolis. Poum, poum, poum. Poum, poum, poum. Ok? Voilà. Donc on a établi notre petite blabla de collision. Monsieur, Ouais. il reste aussi les termes. Ah non, les dépins ont été simplifiés. Ouais, c'est simplifié tout ça. Tout ça va bien. Alors, on est content. Et finalement, on arrive, alors je réexplicite l'intégrale de collision, et on arrive au cœur de l'action.
Et là, on regarde les particules, toujours de même masse. Ah ouais, non, c'est déjà assez compliqué comme ça. Mais je l'ai dit tout à l'heure, il y avait on considère quand même une interaction. Ouais, direction colombienne. Pour l'instant, elle ne rentre pas dedans. Enfin, je veux dire, on n'a pas. Si elle rentre dans le sigma de oméga. Et surtout, c'est là où Boltzmann intervient, c'est que vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans. Vous pouvez mettre une interaction cardio, vous pouvez mettre une interaction colombienne, vous pouvez mettre une interaction écrantée, pas écrantée. Donc, si vous regardez dans les livres, vous en trouverez pas. Alors à résoudre, après, c'est. Plus vous mettez de plus compliqué, plus c'est le bazar à résoudre. Ouais. Et si on a des collisions de même masse, du coup, V'2 moins V'1, c'est égal à V2 moins V1, c'est ça? Mmh. Non, parce que on avait marqué V1 moins V2 est égal à V2 moins V1. Non, mais en module. Module, oui. Module, c'est pas des. Ok. Là, du coup, pour la collision, c'est mis dans le référentiel du labo. Et jamais dans le centre de masse. Vous allez parler de quelle collision? Pour regarder la collision. Ah oui, ça dépend quand vous écrivez. Non, justement, le truc avec la surface efficace de collision, ce qu'on vous a raconté, ça c'est dans le centre de masse que vous avez ça. Le truc où vous considérez une immobile et l'autre qui arrive dessus, justement, vous avez ça dans le centre de masse. Vous savez, l'astuce, où vous mettez dans le centre de masse, il y a toujours deux particules qui arrivent l'une vers l'autre. Ça, c'est la grande astuce que vous apprenez. C'est le bazar. Bon, allez, alors on écrit maintenant le vrai. Enfin, le vrai, l'autre c'est pas vrai, mais on va écrire. Truc. Voilà, le truc, les gens s'amusent avec ça. Bon, allez. Maintenant, je remplace df sur dt collision et j'arrive à df sur dt collision est égal à. En fait, c'est toujours la même chose, hein, donc je l'aurais écrit toujours 15 fois, mais là, c'est à peu près la dernière où vous l'aurez sur cette forme. Plus f gradient p de f est égal à l'intégrale sur dp2 de l'intégrale sur d de oméga sigma 2 oméga v1 moins v2 f'1 f'2 moins f1 f2. Alors je voulais quand même vous l'écrire comme ça parce que pour autant que je sache, mais alors là ça dépasse mes compétences, je crois que c'est sous cette forme là que les gens s'excitent vachement là-dessus. Oui non, ça paraît con mais ça excite beaucoup de gens quand même. Parce que justement c'est ce qu'ils faisaient remarquer, et ça c'est vrai, c'est qu'en fait alors bon, vu comme ça paraît pas excitant, hein. Mais en fait tout est dans le là-dedans si vous voulez. Parce que ça dépend vachement de l'interaction que vous mettez. Et en fait, par exemple, pour regarder la stabilité de la solution, alors les gens qui font de la physique mathématique, en Villani, il a travaillé là-dessus. Alors quand vous dites qu'un matheux travaille là-dessus, en général, on ne comprend rien. Mais il dit qu'il a fait des trucs sur l'équation de Boltzmann. Peut-être qu'il a montré que la solution en dimension 45 est stable, hein, c'est peut-être vrai. Mais je sais que vraiment, les gens qui font de la physique mathématique, ça les excite vachement, cette équation. Bon. Et en fait, ils travaillent sur ça, hein, c'est-à-dire ils partent de ça, et ils montrent... Alors la différence, c'est qu'eux, ils le montrent de façon exacte. Alors que nous, on va y aller à la barbare, on va dire, ça en enlève, ça en enlève, ça en enlève, ça en enlève. Alors qu'eux, ils sont capables de montrer que c'est exact. Alors, ils montrent des résultats qu'on connaît nous depuis 100 ans, hein, si vous voulez. C'est un peu... Mais ils le montrent. Bon, nous, on sait qu'ils sont vrais, mais c'est mieux de le montrer. Ça fait avancer le public. Non, mais c'est vrai, des fois, ça fait rire. Je me rappelle, quand je travaillais sur les verres de spin, il y a ce qu'on appelle la solution de Parisi. Enfin, ça, c'est le premier mec qui a eu le prix Nobel cette année. Et la solution de Parisi, elle est extrêmement élégante, mais c'est vrai, quand il l'a fait d'un point de vue mathématique, alors lui, il a tout fait. Il a inversé les sommes des intégrales, il a regroupé les termes là où il fallait pas, enfin, il a fait n'importe quoi. Mais il trouve une solution qui marche physiquement. Et il y a deux matheux à Jussieu qui ont fait 2 papiers de 40 pages pour montrer que la solution était exacte. C'est bien, mais on savait qu'elle était exacte. Elle marche, donc on sait qu'elle a des chances d'être juste, quoi. Mais c'est bien, maintenant, on sait qu'elle est exacte, effectivement. Donc on est rassuré, quoi. Des fois qu'il y en a qui avaient peur, quoi, mais en fait, c'est vrai, ça marche.
Enfin, il en faut. C'est quand même deux. Il y a deux personnes de votre promo, enfin pas de cette promo, de l'MQ, qui sont partis faire la physique mathématique. Bon, c'est bien prêt à certains. Leur soutenance de leur rapport, c'est un grand moment de solitude quand même. Parce que quand le gars il vous démontre que je sais pas quoi, avec un lemme, une démonstration et machin, c'est un peu relou quand même. Enfin, il avait l'air de prendre son pied, le mec. Bon, allez, on va regarder un peu cette équation, qu'est-ce qu'on peut en faire. Non, on va faire des petites remarques sur cette équation quand même, parce qu'elle est marrante. Alors, regardez, ce qu'on peut faire d'abord. D'abord, on fait t devient moins t. Alors, si on regarde ça, vous avez v qui devient moins v, ça, vous êtes d'accord avec moi? Ça mange pas de pain de le dire. Vous avez gradient P qui devient moins gradient P. Parce que gradient P, c'est la dérivée par rapport au temps, donc a priori, ça marche. Jusque-là, on est content. Qu'est-ce que vous avez encore? Ah si, vous avez un truc encore, c'est que... ah oui, a priori, vous avez f de t qui devient f de moins t. Ouais, parce qu'après, c'est un truc qui dépend de t via l'énergie ou un truc comme ça, donc ça dépend pas du temps, en fait, ce truc-là. Alors, par contre, il y a un truc qui est vachement subtil, il faut bien comprendre, c'est intégrale de dp2. D'accord. C'est égal à l'intégrale de moins dp2. Alors ça, c'est pas tout à fait trivial. Enfin, si c'est trivial, si on a compris ce que c'est que l'intégrale. Pour dans le simple, c'est comme on intègre sur tout le truc. Soit vous avez fait un rond, que vous le fassiez dans un sens ou dans l'autre, vous avez toujours fait un rond. D'accord? Donc c'est dû au fait qu'on intègre sur deux pi. Si on intégrait sur moins, ça serait pas vrai. Mais là, comme on fait un rond, bah, tu peux te tourner tant que tu veux, dans un sens ou dans l'autre, tu auras toujours fait un rond. Donc, fort de cette expérience, si vous regardez bien ce qui se passe, quand vous faites t égale moins t, donc quand on fait t égale moins t, eh bien, vous avez un terme de gauche qui change de signe. Mais pas le terme de droite. Donc, ce qu'on peut en dire, c'est que Boltzmann n'est pas invariante par renversement du temps. J'aime. De droite, c'est F, c'est ça? Ouais. Ouais. Non, ouais, enfin, c'est ça, ouais, tout à fait.
En fait, j'aime beaucoup ce nom de la variance par renversement du temps. Je trouve ça super. Ça fait rêver, quoi. Alors, quand on dit qu'un truc n'est pas invariant par sens du temps, ça a une conséquence très claire, c'est que c'est irréversible. Ça, c'est très important, vous n'avez pas... Ouais. En renverse le temps, il y a F de P qui peut être de moins P aussi. En champ magnétique? Non, non. On a marqué F, ça dépendait de R, de P, de T. De P et de T, ouais. Et du coup, on a marqué F de T qui se transforme en F de moins T, et F de P qui se transforme en F de moins P aussi. Ça, vous savez pas, parce que la dérivée, quand vous faites T égale moins T, la dérivée, effectivement, change de signe. Oui. Et F, vous savez pas. Non, je parle pas de F, je parle de P. Non, du bas du grand F, du petit F, fonction. Je parle pas des forces, Ouais. en fait. Je parle de la fonction... Vous dites que P devient moins P. Ouais, c'est ça. Dans ce cas-là, on change carrément. On a déjà changé de fonction. Ça apporte pas grand-chose. Non, parce que F dépend de l'énergie, donc ça va être en P carré. Ah, ok, d'accord. C'est en P carré, en fait. Donc elle dépend de l'énergie, ça va être en P carré. Donc vous avez d'autres trucs qui vont être irréversibles. Bon, souvent, c'est quand on met du champ magnétique que ça devient irréversible. Parce que vous avez une phase qui va s'accumuler. Et quand vous accumulez de la phase, vous ne pouvez pas la rendre. Donc ça devient irréversible. D'accord. Alors, effectivement, l'irréversibilité, là, elle apparaît clairement dans votre équation de Boltzmann. Donc, en fait, une fois que vous avez fait vos collisions, si vous remontez le champ en arrière, il va y avoir le temps en arrière, vous avez de nouvelles collisions qui se produisent. Vous ne pouvez pas faire autre chose. Et puis, vous pouvez passer le film dans tous les sens. Vous aurez toujours des nouvelles collisions. Et vous vous éloignez toujours du point de départ. C'est comme le temps des cerises, ça ne revient pas. Comme nous, on vieillit toujours. Malheureusement. Donc voilà, c'est complètement irréversible. Alors c'est quand même important parce que ça veut dire une chose importante, c'est que il y a quelque chose de très fondamental, c'est qu'il n'y a pas de corrélation entre avant et après une collision. Alors pourquoi je dis ça? Parce que alors bon, on peut le dire autrement, il n'y a pas de souvenir, un peu comme dans les films de science-fiction, on lui a enlevé sa mémoire dès que tau devient plus grand que tau 0, donc tau 0 c'est le temps d'interaction. Alors ça on peut le dire simplement parce que j'ai pas d'irréversibilité. Si j'avais l'irréversibilité, il se souviendrait où il est passé. Il repasserait au même endroit. Là j'ai pas d'irréversibilité, donc ça veut dire qu'il repasse n'importe où. Il ne se souvient plus du tout d'où il est passé. D'accord. Alors ça vous avez, par exemple, c'est vrai quand vous avez une phase, alors ça c'est un problème que je connais un petit peu mieux, et ça veut dire que quand vous avez une phase, l'électron tape sur une phase, sa phase après le choc, elle est redistribuée n'importe où entre 0 et 2π. D'accord. Et quand vous faites marche arrière, elle est à nouveau rediffusée n'importe où entre 0 et 2π. Elle n'est pas redistribuée là où elle était avant. D'accord. Donc vous n'avez aucune corrélation entre avant et après. Pour lui, c'est toujours un choc nouveau. C'est l'électron, il a Alzheimer, quoi. Je veux dire, chaque fois qu'il revient, c'est un nouveau choc pour lui. D'accord. Donc ça, on n'a aucune corrélation. Ça, c'est vachement important parce que si vous n'avez pas ça, par exemple, en physique méoscopique, on n'a pas ça. C'est-à-dire que l'électron, il sait où il est. D'accord. Il sait même la taille du réseau. Si vous le mettez sur un carré ou sur un losange, il sait où il est. D'accord. Et ça, c'est parce qu'il a une phase qui est conservée. Donc il sait où il est. Il sait que le virage, il est à 90 degrés ou à 60 degrés. Donc il se méfie, l'électron.
Donc à ce moment-là, c'est parce qu'on a une corrélation, parce qu'on a une phase qui est préservée. Mais en mécanique classique, on n'a pas ce phénomène-là. Donc, ouais. Là, du coup, dans nos calculs, le fait qu'on arrivait à une réversibilité des collisions, ça vient de la fonction de distribution. Le fait que ce soit la seule qui ne change pas de... Alors ça vient des fonctions de distribution. Ouais, essentiellement, ça vient des fonctions de distribution. Effectivement. Mais ça vient aussi du fait que... En fait, ça vient du fait que ta fonction... Alors, si tu veux le voir d'un point de vue complètement mathématique, ça vient du fait que la fonction de distribution est en P carré. Que les autres sont en P. Si tu veux une réponse qui ne veut rien dire, c'est ça. Tu veux une réponse qui n'est pas du tout physique, c'est ça. Comme tu en as une qui est en P carré, une qui est en P, si tu veux, P devient moins P, mais P carré devient P carré, si tu veux. Alors essentiellement, c'est effectivement la micro-réversibilité, elle vient de là, c'est-à-dire que tu as un terme, si tu veux, et qui... Alors, quand tu reviens en arrière, le fait c'est que quand tu diffuses, tu as c'est la diffusion aléatoire qui compte. C'est-à-dire le fait que sur un électron, on considère que la direction dans laquelle il va partir est aléatoire derrière. Et ça, je pense que... Alors, fondamentalement, j'ai assez souvent posé la question parce que c'est souvent une hypothèse qu'on donne et qu'on n'explique pas. Et je pense que ça veut dire que... Parce que si tu regardes Rutherford au départ, c'est déterministique. Donc là, tu arrives, on dit tu repars avec un angle θ, etc. Moi, je pense que si tu veux vraiment faire ça, il faut rajouter un peu de bruit sur le diffuseur, si tu veux. Pour que tu aies vraiment un effet aléatoire, si tu veux, au départ. Tu prends que Rutherford, tu l'as pas, ça. Donc je pense qu'il faut mettre un peu de la diffusion avec un diffuseur qui fait un peu de bruit ou un peu de chose. Et ça, c'est vrai, parce que finalement, si tu regardes, si tu prends le théorème de Bloch, il te dit que dans un réseau parfait, ça va tout droit, tu n'as pas de diffusion. Donc je pense que si tu veux rajouter vraiment une diffusion aléatoire, il faut que tu rajoutes un élément de plus que simplement un défaut ponctuel. Et mathématiquement, ça vient du P carré, puis du truc. Et bon, c'est le genre d'explication qui ne me plaît pas trop, mais ça vient de ça. Ok, c'est l'heure en fait, c'est l'heure. Donc j'ai dit à Thierry qu'il vienne là, donc je vais l'appeler peut-être. En fait, on est... Hein? Je sais pas avec qui on est avec des P, mais on est dans une salle informatique en fait, je crois. Et vous êtes avec Thierry? Ouais. Mais avec d'autres gens, avec que Thierry? Je crois qu'il y a un autre monsieur. Enfin, je sais pas, C'est vraiment un couple. on n'est pas en 6 en fait, on est en 11. Il doit y avoir des postes. Vous avez de l'info ou pas? Attends, je vais l'appeler Thierry. Il y a des ordres. Oh, vous avez qu'à avancer, c'est pas grave. Voilà, voilà. Alors, je vais te faire...